Ça nous paraissait indispensable en cette situation si particulière de laisser la parole au personnel soignant, évidemment. Alors, on a un petit peu de retard, on devait le faire à 20h, symboliquement. Mais voilà, merci d'avoir attendu avec nous, Marc. Marc, vous êtes infirmier au CHRU et je vous laisse tout de suite la parole sur la question de la défense des services publics hospitaliers, évidemment. Eh bien, écoutez, je vous remercie. En tout cas, je remercie tous les organisateurs de ce festival. Je l'ai suivi cet après-midi. Je suis agréablement surpris qu'il y ait autant de contenu, tout ça. Et donc, c'est très sympa de nous laisser aussi nous exprimer sur un sujet qui fait l'actualité en ce moment, c'est-à-dire le service, un des services publics qui est mis à l'honneur en ce moment, c'est-à-dire l'hôpital public. Il est mis à l'honneur dans une situation de crise. Et cette crise, elle est en train, partout en France, on voit les cartes, c'était rouge et c'est un petit peu plus vert. Et bien aussi à Besançon, c'est un petit peu plus vert. Et si aujourd'hui on en est là, c'est grâce au confinement, c'est grâce à ce que toutes les personnes qui habitent partout ont respecté ce confinement. Et en tant que blouse blanche, en tant que personne qui a travaillé dans des unités de Covid, en tant que personne qui sait ce que c'est de partir la boule au ventre dans les services, c'est le quotidien de mes collègues. Moi, aujourd'hui, maintenant que la tension diminue partout, moi, je voudrais vous applaudir tous, les gens qui sont confinés, parce que ce n'est pas facile d'être confiné, et c'est grâce à vous qu'aujourd'hui, on voit un petit peu le soleil au bout du tunnel. Et franchement, les blouses blanches qui se reconnaîtront là-dedans, voilà, je trouve que c'est à notre tour de vous remercier tous, parce que vraiment, c'était pas facile, c'est toujours pas facile, il y a toujours beaucoup d'inconnus, mais enfin, à notre tour de vraiment vous applaudir tous. Et puis la vie, elle a continué aussi avec des gens qui ont travaillé pendant cette période-là, et souvent aussi les gens qui ont travaillé étaient moins protégés que nous à l'hôpital, notamment au CHU de Besançon. Et ces gens-là, ils ont payé aussi cher cette, on va dire, cette défaut de protection, des masques, etc. Donc je pense à eux aussi, en tant que soignants, bien entendu. Alors maintenant qu'on a dit ça, moi je suis là pour parler de l'hôpital public. Bon, on va faire un constat très simple. Aujourd'hui, tout le monde a pris conscience, je pense, que de l'importance d'avoir dans un pays un hôpital public performant. Un hôpital public qui est capable de se réorganiser, de s'adapter aux situations. Là, c'était vraiment le bouquet. Hein. Et pourtant, on l'a très bien fait. Et tout ça, ça a été possible parce que dans l'hôpital public, il y a des gens, des femmes notamment, beaucoup, 80% des agents hospitaliers, ce sont des femmes. Eh bien, ces femmes-là, ces jeunes femmes, il y en a beaucoup aussi, des mères de famille, eh bien, elles sont allées au boulot et elles ont sauvé, on va dire comme ça, le pays d'une catastrophe. Et donc, moi, je voudrais leur rendre hommage aujourd'hui. C'est la première chose, c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé, on le doit à des gens voilà, qui étaient investis, qui avaient une mission à remplir et qui ne l'ont pas fait comme des héros. Ils ne sont pas partis avec le fusil entre les dents, pas du tout. Hein. On y allait humblement, mais on a fait notre job, notre mission de soignant. Et si tout le monde a pris conscience que l'hôpital, c'est très important, eh ben, cet épisode de coronavirus, il est arrivé dans une crise hospitalière qui existait, qui était dénoncée par les syndicats depuis longtemps, qui a été dénoncée par le collectif Inter-Urgence, le CIU, depuis à peu près 18 mois, ils sont en grève, tous les services d'urgence de France, ou une grande partie des services d'urgence de France, on dit que c'était plus possible de laisser des gens sur des brancards pendant des heures et peut-être même des demi-journées et des journées. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de place à l'hôpital. Les services sont pleins. Et puis ça a été relayé par le collectif Inter-Hôpitaux il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Et donc là, ça a été renforcé par des chefs de service, des médecins qui ont dit ça ne peut plus durer. L'hôpital public, il est en crise, on ne peut plus assumer et on ne pourra plus, si ça continue comme ça, très rapidement, assumer nos missions. Pour un exemple, hein, juste avant l'épisode Covid, si vous habitiez à Paris et que vous aviez un enfant, il était susceptible de choper une bronchiolite, eh bien, il y a quelques semaines, on ne pouvait plus soigner les enfants sur Paris. On était obligé de les emmener à 250 km de la capitale. Alors, c'est terrible pour les parents, mais ça reflète bien l'état de notre hôpital public. Alors tout ça, bah, ça c'est pas venu comme ça d'un seul coup. Hein. On est tributaire d'une logique libérale qui a fait de notre hôpital une entreprise avec des choses qui coûtent, notamment mon salaire, le salaire de nos collègues, etc. Ça coûte trop d'argent, ça coûte toujours trop d'argent. Ce débat-là, on l'entend partout d'ailleurs. Et puis,
on est obligé de rentrer de l'argent. Et donc là, on considère que les gens, les usagers, nous, quand on vient à l'hôpital, on est un client, on rapporte de l'argent. Eh bien, tout ça, en 20 ans, ça a créé une nouvelle dynamique à l'hôpital où on entend des mots qui nous paraissent absolument incroyables, comme la rentabilité, la productivité, les management a été maintenant celui qu'on retrouve dans toutes les entreprises, les plus grandes entreprises de France, du côté au 440. Et puis on a supprimé, donc on a baissé les dépenses en supprimant des lits. On a l'habitude de dire 100 000 lits en 20 ans. On va garder ce chiffre et puis le nombre de personnel. Et on arrive à des logiques complètement absurdes, on va dire, où maintenant les objectifs, c'est de baisser la durée moyenne de séjour. On arrive à l'hôpital, on a déjà un objectif d'y rester le moins longtemps possible parce que ça coûte de l'argent. Et puis on a un autre objectif complètement absurde aussi, c'est d'occuper les lits au maximum et d'avoir un taux d'occupation des lits qui se rapproche le plus possible de 100%, parce que là, on sera vraiment au taquet de notre productivité. Sauf que s'il arrive une petite étincelle dans ce monde-là, eh bien, on est bloqué, il n'y a plus de place. Donc maintenant, le constat, il est facile à faire, on le fait tous, on va dire comme ça, depuis longtemps. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, on peut s'accorder sur une chose, puisque maintenant, on fait tous le constat qu'il faut conserver un hôpital performant, il faut déjà, à mon avis, ne pas continuer la logique qui est en place depuis 20 ans. Ça paraît tellement simple, paraît tellement logique qu'on n'aurait même pas besoin d'en discuter. Eh bien, moi, il y a deux exemples qui nous montrent que ce combat-là, il n'est pas gagné du tout. Le premier exemple, c'est le directeur de l'ARS du Grand Est, il y a quelques semaines, en plein épisode Covid. Colmar, Mulhouse, Strasbourg, Metz, ils sont débordés. Il y a des gens qui partent en TGV, en train, en avion, en hélicoptère, partout. Et le directeur de l'ARS, il annonce, en plein épisode Covid, que le CHU de Nancy va supprimer 174 lits et supprimer par le même fait 598 postes de soignants. Alors on ne peut pas lui reprocher de sa malhonnêteté. Il est cohérent avec lui-même et puis il est un peu zélé pour faire ça comme ça. Donc il est débarqué, mais ça n'a pas été remis en question par le gouvernement. Ce qui veut dire que la logique, et c'est le deuxième exemple que je veux dire, la logique libérale, elle est en place. Le 1er avril, et ce n'était pas un poisson d'avril, le site Mediapart, il révèle à tout le monde, à tous les soignants, dans un rapport de la Caisse des dépôts, la politique future qu'on réserve à l'hôpital public. Et qu'est-ce qu'il y est dit? Il y est dit qu'on continue de brader l'hôpital public au secteur privé parce que l'hôpital, ça coûte trop cher. Donc, tout est fait pour que ça continue. Et si on ne fait rien, ça va continuer. Alors, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que l'hôpital public souffre d'un manque de personnel. Les gens, ils viennent et finalement, il reste peu. Moi, je suis infirmier, je suis désespéré de voir des jeunes collègues qui viennent et je sais qu'il y en a un tiers d'entre eux qui, au bout de 5 ans, auront quitté la profession. Ils n'auront pas trouvé à l'hôpital ce qu'ils venaient y chercher. C'est absolument désespérant. Et donc, il faut vraiment retravailler sur l'attractivité de nos métiers par deux phénomènes. Le premier, c'est augmenter les salaires. Alors là, on nous a donné une prime. Alors la prime, vous savez, ça nous déprime parce qu'il y en a qui la touchent, puis il y en a qui la touchent pas ou qui la touchent moins, et puis ça crée la zizanie. Et puis voilà, c'est une mauvaise solution, les primes. Alors on va la prendre quand même parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui la méritent. On va la prendre, mais c'est pas ce qu'on veut, les primes. On veut des augmentations de salaire. Et puis la deuxième chose que nous voudrions, c'est qu'il y a une vraie politique de formation pour qu'il y ait des agents qui viennent nous retrouver à l'hôpital et ça améliorera, quand on sera plus, les conditions de travail. Je vais faire deux mots sur les conditions de travail. Ça veut dire quoi? Les conditions de travail pour les soignants, ça veut dire, je vous dis tout à l'heure qu'il y a 80% de femmes qui travaillent, qui sont mes collègues. Eh bien, quand on est une femme, on a souvent des responsabilités à la maison. C'est comme ça. Eh bien, quand on n'est pas beaucoup à l'hôpital, on travaille à flux tendu, quasiment en service minimum tout le temps. Eh bien, dès qu'il y a un petit problème, eh bien, on est obligé de trouver des solutions. Et donc, on est en repos, mérité, on doit se reposer et on est appelé par la direction, par l'encadrement qui nous demande de revenir sur des repos. Si on dit oui, il faut tous réorganiser. Et si on dit non, on culpabilise. Donc, dans les deux cas, on est perdant. Et puis, vont arriver les vacances, là, dans peu de temps. Eh bien, quand on n'est pas assez en personnel, eh bien, tous les débuts d'année, il y a des tractations dans les services pour poser ces vacances. Moi, je vous le dis, c'est un scandale. Il y en a assez.
Là, on a fait le job, on pourrait être en repos quand on mérite nos repos et on voudrait prendre des vacances quand on veut prendre des vacances avec son époux ou son épouse et avec ses enfants. Donc, c'est très important. Je ne sais pas si je suis long. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que les missions de l'hôpital public, elles doivent être aussi revues. Et il y a des parents pauvres de l'hôpital public, des choses qui passent à la trappe. Je veux parler de la recherche. Au CHRU, il y a le R, ça veut dire recherche. On a bien vu dans cet épisode Covid que la recherche, elle est fondamentale. Eh bien, il y a quelques mois, le budget de la recherche de tous les chercheurs de France, hein, ils étaient tous dans la rue parce qu'on dit voilà, la recherche, c'est bien, mais ils ne trouvent pas grand-chose. Oui, mais même s'ils ne trouvent pas grand-chose, ils trouvent des choses. Et à Besançon, on a un bel exemple. Hein, il y a une avancée du professeur Delabrousse qui a trouvé que les Covid qui mouraient comme un caillou dans un verre d'eau, pouf, on ne comprenait pas pourquoi, et c'était assez dramatique pour les soignants. Eh bien, en fait, ils faisaient des embolies pulmonaires. Ça a été démontré à Besançon. Donc, ça a une vraie nécessité, cette recherche. Il faut que les CHU continuent d'être des moteurs de recherche. La deuxième chose, il faut bien penser que les hôpitaux publics, c'est eux qui forment les professionnels, et notamment les professionnels médecins. Et quand je dis les médecins, il y en a toute une ribambelle. Il y a notamment les chirurgiens. Et puis, il y a toutes des spécialités un petit peu compliquées. C'est des gens qui ont l'obligation d'être hyper compétents et l'hôpital public ne peut pas se permettre de ne pas leur fournir les moyens d'être compétents. Donc, il faut réfléchir à la recherche, il faut réfléchir à la formation, et puis le dernier, on va dire la philosophie générale de l'hôpital public, c'est important de le repréciser, c'est tellement évident et puis c'est tellement aussi en danger. La première philosophie, c'est qu'à l'hôpital, on prend en charge tout le monde, quelle que soit son origine, quel que soit son statut social. On arrive à l'hôpital, on est malade, on prend en charge tout le monde. C'est quand même quelque chose qu'il faut conserver. Et la deuxième chose, c'est qu'on les prend en charge et puis on ne leur demande pas leur carte bleue. Alors, ça a l'air de rien de le dire, mais c'est très important qu'on conserve aussi cette philosophie-là. Pour conclure, je voudrais dire aussi à toutes les blouses blanches qu'il ne faut pas qu'on tombe dans le panneau et qu'on fasse de l'hôpital public un piédestal ou qu'on en fasse un objectif voilà, à atteindre, qu'on va soigner l'hôpital et puis qu'on oublie tout ce qui a été dit cet après-midi dans le festival, c'est-à-dire que pour élargir un petit peu le problème, si on est malade aujourd'hui dans notre pays et dans les pays développés, c'est parce qu'on mange trop, c'est parce qu'on mange mal, c'est parce qu'on ne se déplace plus. Et donc tout ça, ça fait partie de la santé. Et croire qu'en défendant l'hôpital, on va défendre un modèle social et un modèle de développement de notre pays, ce serait faire une grave erreur. Donc, oui, il faut que l'hôpital reste un hôpital performant et compétent, mais si on veut prendre la santé comme un objectif en soi, c'est une erreur. La santé, c'est un moyen de parvenir à s'épanouir, un moyen de se réaliser, d'accéder, si on peut, au bonheur. Et il faut que ça reste que ça, la santé. C'est un moyen, mais ce n'est pas un objectif. Et donc, le premier jour d'après, je pense que les blouses blanches seront dans la rue pour faire changer les choses, mais on n'y sera pas pour nous, on y sera pour un modèle de société, et on doit y être pour un modèle de société parce que c'est la globalité qui fera que nous y arriverons. Et donc, moi, j'appelle à un premier jour d'après qui soit collectif et qu'on pèse vraiment dans les décisions. Et je remercie encore le festival pour permettre aux blouses blanches de pouvoir dire de tels messages.